Elle était en sursis depuis des mois. Elle est finalement tombée ce mardi à l'aube, la localité de Minova, un nœud commercial qui ravitaille Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Elle est déchirée par des conflits depuis plus de 30 ans. Correspondance à Kinshasa, signée Aurélie Bazara Kibangula. Les combats sont intenses sur plusieurs lignes de front. Alors dans un communiqué, les forces armées congolaises annoncent avoir contenu et repoussé le M23 et les troupes militaires rwandaises du côté de Lubero, Nyiragongo et Sake. L'armée reconnaît aussi une percée du M23 du côté de Minova dans le sud Kivu. Alors selon plusieurs sources sécuritaires, le groupe armé appuyé par des troupes rwandaises s'est emparé ce mardi matin de Minova, nœud commercial qui ravitaille Goma. Alors depuis début janvier, le M23 soutenu par le Rwanda n'a cessé d'étendre son contrôle dans cette partie de l'est du pays. Les humanitaires appellent au respect du droit international humanitaire. Le coordinateur de MSF à l'hôpital de Massissi Centre affirme que les patients, les médecins et les déplacés sont terrifiés. 2 tirs de roquettes ont touché l'hôpital, blessant 2 employés. À Goma, le CICR affirme que l'hôpital de Ndosho a pris en charge plus de 200 blessés, dont des enfants, des blessés par balle ou par explosion. Alors le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a dit, la situation dans l'est du pays s'est gravement détériorée. Et pour Kinshasa, les condamnations de la communauté internationale ne suffisent plus. Devant les ambassadeurs en poste en RDC, le président a appelé à des sanctions ciblées contre le Rwanda pour mettre fin au conflit. Et face à l'avancée des rebelles du M23, les déplacés arrivent en masse en périphérie de Goma. Selon l'ONU, ce sont plus de 237 000 personnes qui ont pris la route de l'exil depuis début janvier. Leur témoignage avec Laurent Berstecher. Enfants et bagages sur les épaules, à pied ou en moto, ces déplacés affluent dans la ville de Nzulo, à une vingtaine de kilomètres de Goma. La plupart arrivent de Minova, localité de 65 000 habitants tombée aux mains du M23 en début de semaine. D'autres viennent de plus loin encore et vivent dans un état de fuite permanent. Chez moi, c'est à Karuba. Le M23 nous a poussés à fuir jusqu'à Minova. Nous commencions tout juste à nous installer là-bas et voilà qu'aujourd'hui, je suis encore obligé de partir. Une fois arrivés à Nzulo, de nombreuses familles errent dans les rues bondées, sans savoir où aller. Ici, aucune structure d'accueil n'est en place et certains habitants commencent à craindre que l'afflux massif de déplacés ne provoque des pénuries alimentaires. Nous accueillons tout le monde, mais cette présence crée une psychose au sein de la population. Les habitants craignent de mourir de faim. Nous ne cultivons pas et nous vivons grâce au lac Kivu. Mais avec la chute de Minova, il sera probablement impossible de pêcher. Nous sommes très inquiets. La prise de Minova représente une nouvelle avancée pour le M23. Depuis début janvier, les combats font rage entre l'armée et le groupe rebelle soutenu par le Rwanda, poussant plus de 230 000 personnes à fuir leur foyer, selon les Nations Unies. Voilà. Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT, de partout dans le monde où vous nous suivez. Merci de vous savoir à ce nombreux. Et merci à tous ceux-là qui nous appellent, à tous les amis qui nous font parvenir leurs suggestions, leurs questions. Merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur. Et laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous allons partager. Tous ensemble, nous allons partager. Via la situation, vous venez de suivre. Voilà. Venez de suivre. Et nous allons revenir sur cette vidéo si possible. Hein, parce qu'aujourd'hui, voilà. Il y a pas mal de petits sujets que nous allons évoquer. Et sans oublier la cité de Minova. Voilà. Sans oublier Minova, qui est tombée il y a quelques jours ici, entre le mât du M23. Nous allons en parler. Nous allons en parler, bien-aimés, car ça fait mal. À l'heure où nous sommes en train de parler, la situation de la République démocratique du Congo, donc, au jour le jour, la situation de la République démocratique du Congo détériore. Au jour le jour, la situation de la République démocratique du Congo est chaotique.
Mais l'on ne se rend pas compte. À Kinshasa, ça boit, ça mange, ça danse. Mais là où nous sommes en train de parler, la RDC tend vers les chaos. Et je me pose la question, avons-nous un peuple conscient ou un peuple hypnotisé, un peuple pris en otage, passionné de la distraction? Il préfère qu'on lui parle de la musique. Il préfère qu'on lui parle de TikTok. Il préfère qu'on lui parle de Voice, de la présidence qui ont fuité. Mais ils ont la conscience à détourner contre la vraie, c'est-à-dire que la véritable situation de la République démocratique. Mais tous ensemble, nous allons encore sonner une trompette de la conscientisation du peuple congolais. Car c'est à cause de ce peuple-là que nous sommes là pour parler. Voilà. Partagez la vidéo au maximum et abonnez-vous surtout dans la MAT officielle. Merci beaucoup. Voilà. Et nous allons parler de quoi aujourd'hui? Et voilà. Nous allons aussi vous signaler ici, et voilà, que l'Assemblée nationale annonce que Vital Kamerhe écourte sa mission au Vietnam suite à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique. Donc, M. Vital Kamerhe qui devrait effectuer un voyage, voilà, et dans le cadre des échanges toujours entre la RDC et le Vietnam, voilà, donc le message qui nous parvient, c'est que M. Vital Kamerhe a écourté un peu son voyage suite à la situation. Moi, je crois que c'est un message que M. Vital Kamerhe tente de faire passer d'une manière ou d'une autre aux autorités congolaises. Parce qu'en réalité, dans une nation qui est soit en guerre ou agressée, comme vous voulez, on ne peut pas se permettre de se déplacer tout bonnement. Et surtout que le déplacement coûte cher. Je me souviens que via la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, on a posé la question à M. Patrick Muyaya, est-ce que la RDC va faire la guerre contre elle? M. Muyaya a dit que la guerre coûtait cher. C'était ça la réponse, parmi tant d'autres, de M. Patrick Muyaya. Il a dit que le voyage coûtait cher. Et la guerre coûte cher. Et moi, la question que j'aimerais poser ici à M. Patrick Muyaya, est-ce que les voyages des officiels coûtent moins cher? Est-ce que les voyages des autorités congolaises coûtent moins cher? Si la guerre peut coûter cher, à combien plus forte raison le voyage des autorités congolaises, en commençant par le chef de l'État et jusqu'au dernier? À moins que la personne voyage face à un voyage privé, là, il engage ses propres frais. Mais même dans la plupart, lorsqu'ils voyagent en privé, c'est toujours le frais de l'État. Et pire encore, lorsque c'est officiel. Déjà, il faut voir la délégation et l'argent qu'on doit décaisser pour le déplacer. Lorsque M. Vital Kamerhe sort, vous devrez d'abord regarder la délégation qui sort avec M. Vital Kamerhe. Et en dehors de cette délégation, l'argent qui est débloqué pour son voyage. Lorsque le président du Sénat sort, la délégation qui sort avec lui, y compris l'argent, les sommes qu'on a débloquées pour son voyage. Lorsque le président de la République sort, là, n'en parlons même pas. Tout le monde le sait, que c'est coûteux. Mais est-ce que pour l'amour de la RDC, on ne peut pas se priver de voyager pour enfin financer? Parce que le paradoxe, c'est quoi en RDC? Voilà là où on ne comprend rien du tout. Lorsque le peuple n'a pas de quoi à mettre sous la dent,
lorsque le peuple n'a pas l'électricité, lorsque le peuple n'a pas l'eau potable, lorsque le peuple est dans de mauvaises conditions, vous allez entendre dans les médias, on vous dit, non, si le prix soit des denrées alimentaires ne baisse pas, s'il y a inflation, s'il y a ceci, il y a cela, c'est parce que il y a guerre à l'Est. C'est parce que nous sommes agressés. À l'Est, il y a la guerre. La raison pour laquelle ça manque dans l'assiette du peuple congolais. La raison pour laquelle les Congolais manquent de quoi à mettre sous la dent. Mais curieusement, les ministres, ils sont payés. Ils n'ont jamais été en retard de paiement. Non, ils sont payés. Et voire même avec des primes. Ils sont payés. Les députés, ils sont payés. Ils sont à jour avec des primes. Autant qu'ils sont dans la classe politique congolaise, ils sont payés. Ils ne sont pas en retard de paiement. Il n'y a rien. Il n'y a pas de l'inflation dans les salaires des autorités congolaises. Il n'y a pas de l'inflation. Lorsque les autorités congolaises décident de se déplacer, ce sont eux. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui fixent leur quota. Le nombre de personnes avec qui il va partir, c'est lui-même qui va le fixer. Lorsqu'un homme politique sort officiellement, c'est lui qui fixe le nombre de personnes avec qui il va partir. Et tout ça, c'est dans le budget. Tout ça, c'est l'État qui doit vomir à des billets. Donc, quand il s'agit de la population, lorsqu'ils n'ont rien à manger, on vous dit non, vous savez, nous avons la guerre, il y a la guerre à l'Est. C'est pourquoi, la raison pour laquelle, nanani, nanana. Mais quand il s'agit de leur salaire, de les payer, ils sont payés sans inquiétude. Donc, ici, vous voyez bien que M. Vital Kamerhe a tenté de balancer les autres. Qui veut dire que non, lorsque le pays va mal, on ne peut pas se pavaner. On ne peut pas. Au lieu que vous puissiez nous dire que non, voilà, la guerre coûte cher. Mais écourtez aussi vos déplacements. Comme ça, l'argent que vous utilisez pour les déplacements doit financer la guerre. Non, là, ça ne peut pas marcher. Là, ça ne peut pas marcher. Il faut voyager, il faut aller dans le luxe, il faut aller faire des affaires. Sous prétexte que voilà, on effectue des voyages officiels. Il faut aller traiter, faire des affaires. Voilà ce qui se passe dans la politique congolaise. La guerre coûte cher, mais les autorités congolaises font des voyages tous les jours. Et des voyages qui coûtent cher. Pourquoi ne pas écourter vos voyages et enfin prendre cet argent et financer la guerre en République démocratique à l'Est? Soutenir nos militaires, nos vaillants militaires qui meurent injustement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, regardez un peu le geste de M. Vital Kamerhe, c'est pour dire qu'un homme politique, lorsque ça va mal dans sa nation, dans son pays, il ne peut pas se donner le luxe. Donc, c'est comme dans une maison. Une famille où la maison, c'est dans une famille où la maison a pris feu, et on voit les papas s'élever et aller rendre visite à son ami, soi-disant qu'ils ont des choses à traiter. Non, mais moi, je crois qu'il y a dans la vie, il y a toujours des priorités. Il y a toujours des priorités. Se déplacer pour aller quelque part ne nous apportera rien du tout si l'on restait sur place pour s'occuper de la solution. Un homme qui quitte la maison, qui est en feu, il se lève pour aller rendre visite à un voisin, mais il y a de quoi se poser la question. Et êtes-vous, et la question que nous posons aux autorités congolaises, êtes-vous conscient de la situation réellement à laquelle la République démocratique du Congo se retrouve? Êtes-vous conscient réellement de la situation? Je me pose la question. Êtes-vous conscient? Ou encore, c'est vous qui êtes à la base de ce qui se passe à l'Est de la République ou dans l'ensemble de la République démocratique? Nous allons avancer, bien aimés. Voilà. Donc, on nous signale encore du côté de Kasaï. Kasaï Oriental, une initiative de paix
pour mettre fin au conflit des terres qui oppose certains groupements du territoire de Katanda. Voilà ce que nous pouvons dire juste à cause de ça. On nous signale du côté des Kasaï une initiative de paix pour mettre fin au conflit. Donc cela veut dire qu'il y en a des conflits du côté des Kasaï. Remarquez, je vous ai dit ici dans la mate officielle, j'ai sonné de la trompette. Comme les Kinois disent, Tongo, moi j'avais déjà parlé du Kasaï. J'ai interpellé tous ces pseudo-pasteurs pour la situation du Kasaï. Parce que nous avons fait une lecture approfondie bien avant, je dis bien avant que ce qui est arrivé au Kasaï arrive. Nous avons prédit par une lecture approfondie de la situation de la RDC que le Kasaï serait dans le cible de nos ennemis. Et le Kasaï risquerait de se vider. Moi, je le prédis dans la mate officielle. C'est-à-dire que dans mes débuts, je parlais du Kasaï. Je pris un bon moment, je parlais du Kasaï. Pendant que personne n'en faisait mention. Et je vous ai annoncé. Le Kasaï va être ciblé. Et le Kasaï risquerait de se vider. Et après combien de temps, le Kasaï a sombré. Après combien de temps le Kasaï a sombré. Et voilà ce que nous disons. On nous dit ici, au Kasaï oriental, l'initiative de paix pour mettre fin au conflit des terres qui opposent certains groupements des territoires. Laissez-moi vous dire la vérité par rapport à la situation. Ça, c'est la diversion, ça. C'est ça, c'est une diversion. Mais en réalité, il y a de l'infiltration. Il y a de l'infiltration. Et le plan ici, c'est éradiquer ou effacer systématiquement, je vous dis, effacer systématiquement les populations autochtones et les remplacer d'une manière ou d'une autre. Les remplacer, je vous dis. Parce que ce que vous devriez savoir, en vérité, c'est que les amis, vous devriez savoir que dans nos villages, au moins peut-être quand vous parlez de Kinshasa, les gens, ils sont un peu en l'air. Mais dans nos villages, là où règnent des valeurs coutumières, là où la tradition est au centre, il n'existe pas de conflit des terres. Je répète encore pour que vous me saisissiez bien. Je dis bien dans nos villages. Il n'existe pas de conflit de terre pour une simple raison, c'est que ceux qui sont nés au village, la première des choses, ils respectent la coutume, ils respectent la tradition, ils sont nés sous les valeurs traditionnelles et coutumières. Et c'est au village qu'on a, c'est-à-dire que le plus grand sanction qui ne dit pas son nom. Personne ne peut se lever un bon matin, quitter son village et aller disputer le village de l'autre. Tout en sachant que dans chaque village, dans chaque terre, il y a un chef coutumier. Les villageois déjà, de base, ils ont le respect des traditions et ils croient au pouvoir ancestral. Et ils le savent. C'est une fois vous essayez d'usurper quelque chose qui ne vous appartient pas, vous allez vous attirer la foudre des ancêtres. Vous serez punis, châtiés. Ça, c'est connu de tous. C'est-à-dire que ceux qui sont nés au village, ils le savent. Et d'ailleurs, même ce sont eux qui protègent les étrangers qui arrivent. Les villageois vous diront que non, ici, on ne fait pas pipi. Pourquoi? Parce que l'on a enterré telle personne ici, un chef. Ici, on ne jette pas des immondices pour une simple raison. C'est qu'ici, on a enterré un chef. Si vous tentez de le faire, voilà ce qui va vous arriver. C'est-à-dire que ce sont eux qui protègent même les étrangers qui ne maîtrisent que dalle. Donc, il n'y a pas cette guerre-là au village. Il n'y en a pas. Partout, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ceux qui habitent le village, ils connaissent. Déjà, comment une terre qui était déjà là, c'est-à-dire une terre occupée par un peuple, où il y a un chef coutumier, de génération à génération, comment un homme ou bien une groupuscule de personnes, ils vont s'élever pour aller récupérer des terres là-bas. Ça n'a pas de sens. Parce qu'au village, les gens se respectent. Ils savent que non, cette terre appartient à tel chef coutumier. Voilà le peuple qui habite là-bas. C'est-à-dire qu'ils se connaissent. Et lorsque vous remarquez, dans un coin,
il commence à y avoir de conflits, c'est-à-dire que concernant une terre, une portion de terre, ou bien des portions de terre, sachez-les que cette partie-là est infiltrée. Et c'est ce que vous pouvez constater du côté de Kwamout. Vous allez vous remarquer avec le phénomène Mobondo. C'est de l'infiltration. Et derrière cette infiltration, il y en a des caciques qui sont en train de financer, de créer cette invasion pour enfin liquider systématiquement la population, finir avec le Congolais. C'est ça le plan. Le plan, c'est ouvrir et des fronts n'importe où, mais toujours dans le but d'éliminer les Congolais, d'éliminer systématiquement la population congolaise. Voilà le plan. C'est ça le plan qui est là. C'est ça le plan qui est là. Donc, je dis ceci. Lorsque vous entendez parler d'un conflit quelque part, où il y en a peut-être dans un village, on dispute à des portions de terre, sachez-les qu'il y a de l'infiltration là-bas. Parce que ceux qui habitent le village, ils se connaissent mieux, trop bien même, ils savent que cette terre appartient à un chef coutumier. On ne peut pas aller usurper. Les villageois gardent les valeurs. Ceux qui habitent le village ont toujours des valeurs. Ils savent qu'on ne peut pas usurper une terre qui ne vous appartient pas, sans que vous puissiez vous attirer la foudre. La mort va entrer dans votre famille. La mort va entrer dans votre famille. Donc vous ne pouvez pas aller réclamer des terres qui ne vous appartiennent pas. C'est de l'invasion. Et là, on vous dira que non, tel peuple, il se bat. Tout ça, ce sont des histoires montées de toutes pièces. Enlevez ça dans vos têtes. Peuple congolais, voilà ce que je vous dis. Partout où vous voyez des conflits, on vous dit des conflits ethniques en République démocratique du Congo, ça n'existe pas. C'est rien d'autre que de l'infiltration, de l'invasion étrangère. C'est de l'invasion étrangère. Et pour un peu embellir cela, pour ne pas donner des indices, on vous dira que non, ce sont des voilà, ethniques, machin. Il n'y a rien. Derrière ça, il y en a toujours des personnes qui tirent la ficelle. Derrière ça, il y en a toujours soit des autorités politiques derrière cette affaire pour diviser. Voilà. Parce qu'au Congo, chaque peuple a une portion de terre. Chaque peuple a une portion de terre depuis la nuit des temps. Il n'y a aucun peuple qui est sans terre en République démocratique. Il n'y a aucun peuple. Tous les Congolais ont des portions de terre. Et vous ne verrez jamais un peuple aller disputer la terre d'autrui. Non, jamais. Et pire encore, ceux qui habitent le village, ils n'ont pas cette notion-là. Parce qu'ils respectent des valeurs. Ils ont des valeurs coutumières. Ils respectent la tradition. Là où il y a un chef coutumier, un individu, ou bien une groupuscule, ils vont aller dire que non, cette terre nous appartient. Mais la mort va entrer dans leur lignée. La mort va entrer. Mais pourquoi ceux qui le font n'ont pas peur? Parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Ce ne sont pas des Congolais. Ou encore, ce sont des personnes qu'on a, c'est-à-dire qu'on utilise et les Congolais, moyennant des billets de banque. Mais derrière, c'est de l'invasion. Il y a des ennemis, de vrais ennemis, qui opposent les Congolais systématiquement. Systématiquement. Ils prennent quelques figures de Congolais pour vous faire croire que non, le Congo, voilà, les ethnies en conflit. Non, mais en réalité, c'est toute une invasion. Le but, c'est de supprimer la population systématiquement. Voilà. Nous allons annoncer encore ce qui nous est arrivé ici à Kolwezi. Un jeune homme décapite un motocycliste en plein jour. Un jeune homme décapite un motocycliste en plein jour à Kolwezi. Vous voyez ce que nous sommes en train de vous dire. Donc voilà ce genre de pratiques. C'est-à-dire ce sont des pratiques qui n'ont pas existé en République démocratique du Congo. Mais regardez ce que l'invasion nous amène. C'est-à-dire que chaque peuple a son mode opératoire.
Chaque peuple a son mode opératoire. Et c'est depuis leurs ancêtres. Et c'est depuis leurs ancêtres. Chaque peuple a sa manière de régler des conflits. Nous avons l'arbre à palabre pour régler nos conflits. Mais il y en a des peuples qui ont la machette pour régler les conflits. Il y en a des peuples qui ont des empoisonnements, qui ont les poisons pour régler des conflits. Voilà ce que je voulais. Retenez ça très bien. Chaque peuple a sa façon de régler ses conflits. Nous avons notre manière. La nôtre, c'est l'arbre à palabre. C'était l'arbre à palabre depuis nos ancêtres. C'était l'arbre à palabre. On s'assoit, on discute pour trouver la solution. On s'assoit pour tirer l'enseignement. On s'assoit pour apprendre. On s'assoit pour consolider. Mais il y en a des ethnies, il y en a des peuples qui règlent leurs conflits, je réitère, par des machettes et des poisons. Lorsqu'ils sont en conflit, ils ne connaissent pas l'arbre à palabre, non. Pour eux, c'est la machette. Pour eux, c'est l'empoisonnement. Et par l'infiltration, vous allez comprendre que ces pratiques-là commencent à se manifester en République démocratique du Congo. Il y a des gens qui ont ramené, c'est-à-dire quoi? Qui ont ramené ces pratiques-là. Et ils ont enfoui cette pratique diabolique dans la tête de nos jeunes. Aujourd'hui, les yeux sont braqués sur ces jeunes-là. Mais qui les ont ramenés ces pratiques-là? Remarquez, lorsque vous parlez de phénomène de Kuluna, remarquez les pratiques de Kuluna. Vous allez voir que ce ne sont pas des pratiques qui ont existé dans nos mœurs. Ça n'a pas existé, même dans nos conflits. Ça n'a pas existé. Ce sont des conflits importés. Ce sont des conflits qu'on nous a ramenés pour infiltrer la jeunesse. Donc, ils ont inculqué à nous, c'est-à-dire à la jeunesse, ce genre de pratiques. Et regardez le résultat aujourd'hui. Regardez le résultat. Il y a des gens qui ont pris des machettes un jour, qui ont distribué à la jeunesse. Pendant que nous savions tous, on ne pouvait pas se balader. Quand tu vois un homme se balader avec la machette, tu dis peut-être c'est dans l'abattoir où tu vas trouver ça, ou soit c'est quelqu'un, comment dirais-je, Bakatimbi là. Nos vieux papas qui tiraient le vin des palmes, ce sont eux qui se baladaient avec des machettes. Et lorsqu'ils passent, vous reconnaissez directement que non, celui-là, ce sont des gens qui tirent le vin des palmes ou bien qui nous font tomber, comment dirais-je, le noix des palmes. C'était ça. Voir le jeune avec des machettes, ce n'est pas notre pratique, ça n'a jamais été. C'est importé. Voilà l'invention. Nous avons été envahis et l'ennemi est en train d'opérer. Et voilà ce genre de pratiques que nous déplorons. Ça fait pitié, ça fait mal. Ça fait tellement pitié, ça fait mal. Voilà. On nous signale aussi que la MONUSCO se mobilise autour de Sake et Goma face au M23, mais absente à Minova, Sud Kivu, faute de mandat. Tout à l'heure, là, nous parlions de Minova. Et on nous signale ici que la MONUSCO s'est mobilisée autour de Sake et de Goma. Pourquoi? Parce qu'on craint que demain ou après-demain, que Goma tombe. Et voilà. La raison pour laquelle j'en appelle aux autorités congolaises. Pour dire, il est temps que vous puissiez prendre au sérieux la menace qui guette la nation. C'est comme si nous avons des gens qui sont venus juste faire le tourisme dans les affaires de l'État et puis s'en aller. Et puis s'en aller. Vous quittez la politique, vous regardez la population, plongez dans les consciences, teintez de la distraction à un niveau au cadre.
insensibles jusqu'au moins l'épinière. Ils préfèrent danser. Mais à l'ère où nous sommes en train de parler, tout va mal. La situation va mal. La situation va mal. La situation va mal. Vous venez de suivre France 24 qui a confirmé ça, ce n'est pas nous. C'est la France, c'est France 24 qui confirme. La prise de Minova. Je vous avais dit autrefois que même le chef de l'État lui-même, il le sait, que sur le terrain, l'armée congolaise n'est plus efficace. Mais qu'est-ce qui est à la base de l'inefficacité? De l'inefficacité de l'armée congolaise. Je vous ai donné ici les critères. C'est-à-dire, j'ai posé les problèmes par rapport à cela. Comment un militaire peut aller au front? Il a laissé sa femme et ses enfants enfamés. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. Comment un homme peut être motivé lorsqu'on prend le morceau de foufou et une cuillère, je ne sais pas moi, une cuillerée de madessou, on pose dans sa paume de main pour qu'il mange? Un militaire au front. Et lorsqu'il pense à sa femme, il pense à ses enfants. Donc, il devient malade. Comment voulez-vous? Donc, c'est un moment où on se pose la question. Nos militaires, réellement, ne sont-ils pas sacrifiés par hasard? Ne sont-ils pas sacrifiés par les autorités sans qu'eux-mêmes s'en rendent compte? La raison pour laquelle, lorsqu'ils sont envoyés au front, lorsqu'ils sont dépassés par le feu, par la puissance du feu de camps adverses, ce qui leur passe à la tête, c'est de s'évader, c'est de fuir ou c'est de traverser. Alors que nous avons l'armée nous avons des techniciens dans cette armée. Il y a des techniciens. Mais est-ce que nos militaires sont-ils motivés? Un militaire, il est envoyé à l'Est, il est parti, il part en guerre. Sa femme et ses enfants accroupissent dans la misère. Je vous ai dit, il y a même des femmes des militaires qui se prostituent pour nourrir leurs enfants. Mais son mari est parti à l'Est. Son mari a donné son sang pour la nation. Il accepte d'aller combattre. Il a donné sa vie pour la nation congolaise. Pendant que certains politiciens volent l'argent de la République. Mais les femmes des militaires se prostituent. Il y a des endroits où il y a même des enfants des militaires qui sont devenus des Koulouna. D'autres sont devenus des Koulouna suite à la situation précaire. Leur maman se prostitue. Et elle se prostitue même à vil prix. Tout ça pour trouver de quoi à nourrir leurs enfants. Et pendant ce temps, leurs maris sont envoyés à l'Est. Il y en a même des militaires qui reviennent, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de pieds. Et ils ne peuvent rien. Ils sont là pour quémander dans la capitale de Kinshasa, partout, dans Zando, par-ci, par-là. Ils sont là pour quémander. Et l'État ne s'occupe pas de ces gens-là. Un militaire qui part au front, en réalité, l'armée ou bien le gouvernement, l'État doit prendre en charge sa femme et ses enfants. Donc, là où il est, c'est-à-dire qu'il aura le moral d'acier, il se dira, voilà, ma femme est à l'abri de toutes choses. En les langues à la tête, il y a des femmes qui appellent les mains pour dire que non, le militaire est tourmenté moralement, il n'est pas au point. Le problème, ce n'est pas seulement d'y aller et combattre pour la nation, mais le problème aussi, c'est de savoir que ces militaires-là ne sont pas des clowns. Ce ne sont pas des clowns, ce ne sont pas des extraterrestres. Ils ont des femmes et des enfants. Ils ont des femmes et des enfants. Il y en a même d'autres qui laissent leur bébé. Il y a d'autres qui laissent leur femme enceinte. Il est parti. Mais il se pose la question. Comment est-ce que ma femme va rester après moi? Comment est-ce que ma femme va vivre, va faire pour nourrir les enfants? Elle est enceinte et il y a encore des enfants. Comment va-t-elle faire? Tout ça, ça traverse la tête des militaires. Et par-dessus tout, la logistique. Sont-ils bien dotés? Oui ou non? Vous avez vous-même la réponse. Vous avez vous-même la réponse par rapport à cette situation. Par rapport à cette situation. Aujourd'hui, Minova est tombé.
Il y a Sud Kivu qui est déjà attaqué. L'armée congolaise va-t-elle réussir de repousser et de récupérer Minova? Ou bien nous allons encore attendre demain après-demain, Goma ou d'autres localités? Voilà. Nous attendons voir, mais nous espérons, nous osons croire que cette fois-ci, les autorités congolaises ne vont pas nous faire des scénarios. Et c'est quoi ces scénarios-là? C'est lorsqu'on demande à la communauté internationale de condamner ces agressions-là. Mais à un moment donné, la communauté internationale se pose la question, mais pourquoi vous-même, vous ne condamnez pas? Ça brûle chez vous, mais vous voulez que les voisins viennent, c'est-à-dire quoi? Éteindre le feu. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est le monde à l'envers. Il y a le feu dans votre maison. Pour l'éteindre, il y a les combats chez vous. Pour engager le front, vous attendez, vous appelez les voisins de venir défendre, de venir sanctionner l'ennemi qui a fait irruption chez vous. Mais ça, c'est... On se pose la question. Ne sommes-nous pas trahis par les autorités congolaises? Je pose le problème. C'est juste une question qu'on se pose. Sommes-nous pas trahis par hasard par les autorités congolaises? Parce qu'une nation qui est en guerre, où l'on implique les Rwandais matin, midi, soir, mais l'ambassade du Rwanda continue à fonctionner en République démocratique du Congo, quand même, nous ne sommes pas bêtes. Il y a de quoi se poser la question, chers frères. Nous sommes en guerre contre le Rwanda, mais l'ambassade de la RDC continue à fonctionner au Rwanda. Mais attendez, nous traitons il y a quel rapport maintenant? Quel genre d'échange pourrions-nous faire avec les Rwandais diplomatiquement? Aussi longtemps nous sommes déjà en guerre. Mais je ne sais pas qui trompe à qui. Congolais, réfléchissez. Réfléchissons ensemble. Prenons-nous en charge. Ne laissez pas ces nets moment. Les politiciens nous ont menés dans leur bateau. Nous ne voyons pas l'alternative. Parce que lorsque nous posons les problèmes, voilà, et c'est opaque. Lorsque nous posons les problèmes, nous voyons directement la réponse, elle est claire. Limpide comme l'eau de roche. Voilà Minova qui vient d'être récupéré. Monsieur Patrick Mouyaya, dans le plateau de France 24, on lui a posé la question, il n'a rien démenti. Là-bas, il n'a pas dit que l'armée montait à puissance. Hein. C'est lorsqu'il est au Congo, il dira que non, l'armée monte à puissance. Mais il a été reçu. En France 24, Minova tomber. Vous avez suivi la réaction de M. Patrick Mouyaya. Nous allons peut-être revenir avec ça. Vous avez suivi la réaction. Nulle part, il a démenti cela. Nulle part, il a dit que non, l'armée montait à puissance. Mais vous avez entendu. Et écoutez bien sa réponse, sa réaction. Et nous, on se pose la question. Sommes-nous pas, est-ce que par hasard, sommes-nous pas trahis? Nous n'avons pas été trahis par les autorités congolaises par hasard. C'est juste une question. Via la situation actuelle. Minova est tombé. Et les militaires, ils sont là, ils se plaignent. Tout va mal. Tout va mal. Tout va mal. Quelle est la solution? Moi, j'avais dit ceci. Si réellement nous sommes en guerre, mais pour finir cette guerre-là, c'est décatiste. Que le président de la République engage la population sur cette guerre. Et dites à la population que désormais nous déclarons la guerre et prenons-nous en charge pour en finir avec nos ennemis. Je crois que le message sera renvoyé. Même les sanctions que nous demandons à la communauté internationale, ça va pleuvoir le même jour. Mais on parle de la guerre, mais l'on n'associe pas la population. On parle de la guerre, on ne ferme pas les ambassades avec des pays agresseurs. On parle de l'implication. C'est-à-dire que nous attendons à ce que le Rwanda arrive jusqu'à la capitale. Ou bien quoi? Parce qu'on nous dit que c'est le Rwanda qui accompagne le M23. Mais pourquoi ne coupons-nous pas la relation diplomatique? La relation diplomatique doit être ipso facto coupée. Mais pour la RDC, ça fonctionne encore. Voilà. La RDC parle de dialogue. Il veut dialoguer ou bien il ne veut pas dialoguer.
Mais on demande des sanctions. Mais ça brûle chez toi. Ça ne brûle pas en France. Ça ne brûle pas aux États-Unis. Ça ne brûle pas la Grande-Bretagne. Ça ne brûle pas en Belgique. Ça brûle au Congo. Et ce sont des Congolais qui meurent. Ce sont des Congolais qui sont réfugiés chez eux. On est réfugiés soit à l'étranger ou ailleurs. Mais les Congolais sont réfugiés dans leur propre nation. Ils sont réfugiés. Ça brûle chez vous et vous attendez les autres à venir éteindre le feu. Non. Le monde a compris que la légitime défense est légitime. Chaque nation a droit de se défendre lorsqu'il est envahi, lorsqu'il est attaqué. Et c'est ça la légitimité. Donc, si les autorités congolaises ne sont pas complices de ce qui se passe, donc nous osons croire que dans les prochains jours, nous n'allons plus entendre des slogans, mais la guerre sera déclarée. Le deux chambres sera, c'est-à-dire que le chef de l'État va réunir les deux chambres à congrès et enfin déclarer la guerre. Et déclarer la guerre. La guerre doit être déclarée. Et si la guerre n'est pas déclarée, donc on se pose la question. Nous ne sommes pas absolus. Nous ne sommes pas absolus, mais nous sommes relatifs. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas absolus. Nous sommes relatifs. Et on pose les problèmes. Si réellement nous sommes en guerre, donc le chef de l'État doit réunir les deux chambres à congrès et enfin déclarer la guerre. Ou encore, moi je crois que les sanctions doivent d'abord commencer par... C'est-à-dire c'est la RDC qui doit commencer par infliger les sanctions. Couper d'abord la diplomatie. Retirer d'abord notre ambassadeur. Demander à notre ambassadeur de revenir d'abord. Couper d'abord la diplomatie. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'à l'époque de M. Joseph Kabila Kabange, il n'y avait pas l'ambassade du Rwanda? C'était fermé, il n'y avait pas la diplomatie. Mais pourquoi, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, qui se plaint, qui est même en confrontation, je dirais même direct avec M. Kagame, vous avez suivi comment est-ce que le président Kagame a traité le président Félix Tshisekedi d'idiot. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez encore pour réagir? Il a traité le président Félix d'idiot. Et là, vous attendez quoi? Donc, on ne comprend rien. Qu'est-ce que vous avez? Ne fût-ce que pour couper la diplomatie, ne fût-ce que pour fermer l'ambassade du Rwanda en RDC. Si réellement c'est le Rwanda qui nous agresse, si nous ne sommes pas dupés par nos propres autorités, si nous n'avons pas été trahis par les autorités congolaises, la moindre des choses à faire, c'est de fermer même l'ambassade du Rwanda. Nous ne donnons, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas une preuve qui peut prouver à l'humanité, qui peut prouver au monde entier que la RDC est en train d'agir par rapport à la situation de l'Est de la République. Il n'y a rien du tout. On ne ferme pas l'ambassade. Nous ne donnons même pas des signaux forts. Mais regardez Israël, regardez aujourd'hui toutes les nations. On n'attend plus la communauté internationale à l'heure où nous parlons. Même la communauté internationale vous dit ne nous attendez pas. Parce que depuis que vous faites appel à la communauté internationale, ils ne viennent pas. Ils n'interviennent pas. C'est pour vous dire que c'est à vous de réagir d'abord. Commençons d'abord par agir face à nos ennemis. Si réellement ce sont nos ennemis, agissons. Et après, nous verrons ce que la communauté internationale va dire. C'est à ce moment-là que les dialogues vont avoir avec les lieu. C'est à ce moment-là que les dialogues vont avoir bel et bien lieu. C'est à ce moment-là. Regardez Israël. Regardez l'Ukraine. Mais pourquoi la RDC n'a pas le droit de se défendre, de réagir, de riposter si vous voulez? Pourquoi est-ce que la RDC n'a pas droit? Est-ce que nous sommes privés des droits de défense? Ou encore, est-ce que les autorités congolaises nous ont, c'est-à-dire que nous ramènent dans une sorte d'enjeu politique auquel nous ne comprenons que dalle? C'est juste un problème que nous posons. Remarquez, regardez un peu cette vidéo. Regardez cette vidéo. D'abord, esika bango baza ba bombe koya te, mais bombe ya biso ko esika bango na bazali.
au nom de Jésus. Voilà, revenons encore sur cette vidéo. Revenons. Esika bango bazaba bombe koya te mais bombe ya biso ko esika bango na bazali to bonde au nom de Jésus Yahweh voilà, d'accord. Donc arrêt un peu sur l'image. Il s'agit là de l'armée congolaise. Nos frères qui sont à l'Est, nos vaillants militaires qui sont à l'Est de la Révolution, là, ils sont en train de prier. Et vous avez bien écouté. C'est quoi l'objet de leur prière? C'est que les bombes des ennemis, cela veut dire des M23. Parce que retenez déjà que je vous avais dit qu'il n'y a pas que M23 à l'Est. Nous avons plusieurs groupes rebelles. Parce que prochainement, nous allons revenir sur la vidéo de M. Patrick Mouyaya. Voilà. Invité sur France 24. Il y a de quoi à relever là-bas. Parce qu'il confirme que le M23 est propulsé par le Rwanda. Assisté ou accompagné, si vous voulez, par le Rwanda. Et alors d'autres groupes rebelles ou groupes armés sont-ils pilotés par qui? Assistés par qui? Si le M23 est assisté par le Rwanda, qu'en est-il des autres groupes rebelles? Qui les assiste? Qui les soutiennent? Question mark. Nous allons revenir sur ça ici dans la maturité. Voilà. Je crois que même avec nos invités, nous allons en parler. Donc, c'est quoi l'objet de leur prière? Nos militaires demandent à Dieu, selon leurs prières, que les bombes de M23 ne les localisent pas. C'est-à-dire que les bombes de M23 ne tombent pas là où ils sont. Mais plutôt que leurs bombes à eux puissent localiser le M23. Posons-nous maintenant la question. Pendant qu'ils font cette prière, le M23 récupère Minova. Donc, les militaires n'ont plus confiance même aux armes. Et ils demandent la prière. Pour que les bombes, c'est-à-dire que c'est les bombes là maintenant, c'est-à-dire que la prière devienne un paraclet. Que la prière devienne, je ne sais pas moi, un bouclier, voilà. Pour bloquer ou barrer la route à tous les bombes. Mais voilà l'illusion dans la tête de nos militaires. Mais nous qui transcendons, nous disons que ce n'est pas ça le chemin. Israël qui est là, qui est considéré pour certains comme un peuple choisi par Dieu, il ne fait pas la prière. Il n'a pas fait la prière pour éviter les bombes. Ils ont des engins capables de dévier. Ils ont des antimissiles. Ce n'est pas avec la prière qu'ils vont créer des antimissiles. Israël a des antimissiles. Et ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière. Et pire encore, l'histoire des prières, là on vous demande, mais Moutamba s'est opposé à l'histoire des prières, les pasteurs, les églises, c'est opposé à ça. Et quand le militaire abandonne l'arme, parce qu'à l'heure où ils sont en train de prier, là où ils sont, mais ils peuvent déjà être surpris par l'ennemi. Regardez déjà là où ils sont en train de prier, c'est en plein air. Là où ils sont en train de prier, ils peuvent être surpris. Ce n'est même pas dans une grotte ou bien dans un lieu caché. Ils sont dans un lieu ouvert.
Donc, ils peuvent même être en embuscade. Ils peuvent tomber en embuscade. On peut les attaquer. Ils sont dans un lieu ouvert, public si vous voulez. Ils ne sont pas en sécurité. Donc, à tout moment, on peut les attaquer. On peut les attaquer. On peut les attaquer. Mais ils sont là en train de prier pour demander à ce que les bombes ne puissent pas les atteindre. Mais attendez, quelle fiction! Quelle fiction! Je dis bien même à nous qui transcendons. Nous disons que ce n'est pas ça les démarches, chers frères. Ce n'est pas aux militaires d'abandonner les armes au front et commencer à prier pour que les bombes de l'ennemi ne les localisent pas. Jamais. Ça ne peut pas se passer de la sorte. Non. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, il y a des localités qui tombent. Donc on doit un peu rectifier. On doit faire comprendre un peu à nos militaires certaines choses. C'est très important. Très important. Ça dit que vous allez voir qu'ils sont au bout de désespoir. Ils sont désespérés. Ils n'ont plus confiance à rien, même à l'air Kalachnikov. Non, ils préfèrent prier. Le dernier espoir des Congolais, c'est la prière. Lorsque les militaires n'ont plus confiance aux armes. Donc cela veut dire qu'ils ont compris que l'ennemi avance plus vite. Ils ont compris que sur le terrain, l'ennemi frappe fort. Et ils sont dans l'incapacité au niveau des ripostes. Ils sont dans l'incapacité au niveau des ripostes. La raison pour laquelle ils vont recourir dans la prière. Mais vous allez voir, les gens, ils vont passer là pour dire de n'importe quoi. Mais les résultats, ils sont là. Il ne faudrait pas qu'on dise que non, voilà, alors que nous perdons les territoires. Et Patrick Mouyaya l'a reconnu au plateau de France 24. Il n'a pas posé un démenti. Donc ne venez pas ici pour commenter des bobards et dire des choses dont vous ne pouvez pas prouver, alors que ce que nous voyons, c'est que le monde constate, et c'est ce dont nous sommes en train de parler à l'air là. Donc nous n'inventons pas des choses, parce que ça fait mal. Et si nous ne faisons pas l'apologie de la rébellion, non, nous ne faisons pas l'apologie. Nous avons déjà posé les problèmes par rapport à la situation de l'Est et aux rebelles de M23 et puis M. Corneille Nanga. Nous avons posé déjà les problèmes. Pour nous, nous avons dit que nous n'allons pas faire cette apologie-là pour une simple raison. C'est que l'arrivée de Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a déjà enseigné. Nous a déjà enseigné sur plein de choses. Donc nous ne tomberons plus dans ces pétrins-là. Non. Mais il s'agit de nos frères qui vont mourir injustement, ou bien qui meurent injustement. Et ça fait mal. Mais pendant qu'ils étaient en train de faire ça, écoutons aussi la réaction de Abbé Cholé par rapport à ce qui se passe. Écoutons la réaction d'Abbé Cholé. Chose, mais principalement, le ministre nous a fait part de son projet, de sa proposition de réunir les confessions religieuses dans la prière le 9 février pour prier pour le FARDC et aussi organiser une quête en faveur de nos militaires. Alors, il voulait la collaboration de l'Église catholique là-dessus. Et là, je lui ai fait savoir que c'est notre mission comme Église de prier. La situation de l'Est, nous en sommes conscients. La situation sécuritaire, la situation humanitaire est catastrophique. Même la vie de nos militaires, personnellement, j'étais dans une mission il y a quelques années, avant que la situation s'empire, où on a touché de doigt la réalité de nos militaires. Donc l'Église catholique n'a pas de problème pour prier, mais dans sa particularité. La particularité, c'est quoi? C'est-à-dire, notre foi nous demande d'aller plus loin, de prier même pour l'ennemi. Ben, évidemment, ici, le ministre voit le FARDC avec raison. C'est voilà pourquoi nous disons que donc
il n'y aurait pas d'inconvénient pour l'Église catholique de prier pour la paix parce que les militaires sont victimes de manque de paix à l'est du pays. Et il n'y a pas que des militaires. Pensons à tous ces déplacés, à toutes ces familles de personnes qui vivent dans la forêt, à toutes ces victimes des enfants orphelins. Donc ils ont besoin de la paix, ils ont besoin de la prière. Donc ce serait l'occasion justement pour intensifier les prières que nous faisons déjà pour la paix. Alors, une autre particularité pour les quêtes pour l'Église catholique, c'est le droit canon dont que l'État congolais s'est engagé à respecter dans l'accord cadre. Dans le droit canon, le canon 1254 précise les finalités des offrandes, notamment pour destinées au culte, destinées aux ministres, destinées à l'apostolat, mais aussi destiné aux œuvres caritatives. Donc c'est dans cette perspective-là, bien sûr que les militaires ont aussi besoin de la charité, leur famille, et tout comme les autres aussi. Donc c'est dans le respect de notre doctrine, de notre foi, du droit canon, que nous pourrons répondre à cette initiative. Que la guerre ne se gagne pas par la prière. Ben, chacun doit, pour reprendre l'expression du chef de l'État, chacun doit jouer sa partition. Nous ne prions pas pour gagner la guerre. Écoutez, réécoutons un peu cette parole, réécoutons ça, bien-aimé. Chacun doit, pour reprendre l'expression du chef de l'État, chacun doit jouer sa partition. Nous ne prions pas pour gagner la guerre, mais nous prions pour la paix, pour que la paix soit instaurée. Et la paix, d'ailleurs, c'est la fin de la guerre. C'est dans ce sens-là, peut-être. La paix, c'est que les gens se convertissent, parce que pour qu'il y ait guerre, il faut que les gens prennent des armes. Donc, je crois que c'est là où on devrait vraiment bien comprendre les choses. Nous prions pour la paix, pour éviter la guerre, parce que le Christ en qui nous croyons est le prince de la paix. La position de l'Église par rapport à la guerre en l'Est. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par la position. La position, c'est que nous devons, chacun doit jouer sa partition pour que la paix soit instaurée à l'Est. Voilà. Voilà ce qu'a été la réaction d'Abbé Cholé, qui nous dit, on ne prie pas pour gagner la guerre. Nous prions pour la paix. On ne prie pas pour que les militaires puissent gagner la guerre. Pour que les militaires gagnent la guerre, ils ont besoin d'être dotés. Parce que c'est-à-dire que les grandes armées, les armées du monde qui ont mené des guerres, ou bien qui ont remporté des guerres, ils n'ont pas prié pour remporter des guerres. Ils n'ont pas prié pour remporter des guerres. Mais c'était la logistique, les tactiques, tout ce qu'il faut pour que les militaires soient à l'aise moralement. Le matériel, mettez à leur disposition. Mettez le militaire dans de bonnes conditions. Ils vont donner les meilleurs. Voilà. On préfère voler l'argent de l'État que de mettre les moyens qu'il faut pour soutenir l'armée congolaise. On veut demander la prière des miracles pour dévier des bombes de l'ennemi. Donc la nation est tombée même trop bas. Nous évitons de dire certaines choses par rapport à cette situation. C'est honteux. Demander la prière là où il faudrait soutenir les militaires, là où il faudrait les doter de tout ce qu'il faut pour mener une guerre, pour récupérer des territoires. Mais on demande cette fois-ci, c'est la prière qui va intervenir en dernière position. Quelle est cette armée-là, avez-vous vu? Pour aller récupérer ces terres, pour la reconquête, il faut qu'il aille prier. Il faut qu'elle aille prier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Où nos militaires commencent déjà à prier pour que les bombes de l'ennemi ne les localisent pas. Ils sont plongés dans le désespoir. Ils ne savent plus s'ils vont regagner leur famille.
s'ils vont revoir leur famille, ils n'ont plus de l'espoir. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a quelques têtes qui ont décidé de vider les caisses de l'État, qui ont décidé de ne pas soutenir cette armée, qui ont décidé de trahir à cette armée au profit de leur business personnel. Et ça fait mal à Bénin. Ça fait tellement mal. Ça fait mal. Ça fait tellement mal. Vous avez écouté la réaction d'Abbé Cholé, qui a tout dit. Voilà. Nous allons terminer par cette information. RDC M23, mouvement massif à des populations de Saké, vers Goma, où les activités sont partiellement paralysées. Voilà. Des vagues de déplacement des populations sont signalées depuis ce jeudi, donc aujourd'hui. Depuis ce jeudi 23 janvier matin, dans la partie ouest de la ville de Goma, des milliers de personnes fuyant la cité de Saké, située dans le groupement Kamuronza, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, prenant d'assaut les camps de déplacés du quartier de Mungunga, tandis que d'autres cherchent refuge au centre de la ville. Une panique a généralisé s'est installée parmi les déplacés, notamment dans les camps situés à l'ouest de Goma. Des obus tirés par des éléments du AM23 RDF ont atteint les environs de ces camps où les forces gouvernementales ont déployé des artilleries lourdes. Des blessés par des éclats de bombes sont à déplorer, exacerbant la détresse des populations déjà vulnérables. Face à cette situation, de nombreux déplacés quittent les camps pour se diriger vers certains quartiers de Goma. Cette situation humanitaire des milliers de déplacés est jugée inacceptable par la société civile de la commune de Karisimbi, qui souligne que des personnes vulnérables, y compris des enfants et des personnes âgées, vivent dans des conditions inhumaines. Malgré la solidarité des familles d'accueil et les interventions limitées des ONG humanitaires, la situation reste préoccupante. Ici, il y a des déplacés qui vivaient en Zulu. Ils sont maintenant dans des familles d'accueil, d'autres dans des sites de déplacés. Malheureusement, d'autres déplacés se dirigent vers la ville de Goma. Suite à la panique causée par les armes et les bombes tirées par les rebelles dans les camps de déplacés, d'autres sont dans la rue. Vous comprendrez que cette situation est devenue très alarmante, explique à Actualité CD Christian Kamalemo, président de la société civile de Karisimbi. Il appelle à l'aide. Voilà pourquoi nous lançons notre appel aux autorités provinciales du Nord Kivu et nationales, mais également aux organisations humanitaires pour venir en aide à cette population qui est victime de cette injustice qui nous est imposée par les Rwandais, même si l'on ne déclare pas la guerre contre les Rwandais et on continue à se plaindre. Donc, pour nous, les Congolais doivent se contenter de la façon dont les autorités congolaises se plaignent du Rwanda. Voilà, donc contentez-vous de ça. Ça, c'est déjà une manière de sanctionner les Rwandais. Lorsqu'on se plaint, lorsqu'on implique les Rwandais, lorsqu'on cite le nom du Rwanda, là, les Congolais sont contents, là, les Congolais sont tranquilles, là, les Congolais se disent, voilà les autorités qui sont en train de tout faire pour nous. En citant, en impliquant les Rwandais, là, ça nous arrange. C'est ce qui se passe dans la tête des Congolais. Donc, lorsqu'on implique les Rwandais, lorsque tu cites le nom des Rwandais, ah, les Congolais sont tranquilles. Ah, voilà, il a cité le nom des Rwandais.
Donc, il a cité le nom du Rwanda. Voilà. Là, tu es agréé. Là, c'est bon. Là, vous avez fait le travail. Là, vous avez déjà engagé même la guerre. Là, vous avez même remporté. Voilà. Dans ce contexte tendu, plusieurs écoles de la ville ont pris la décision de libérer les enfants ce matin à raison de la situation volatile. Les élèves pourraient être appelés à revenir à l'école jusqu'à la nouvelle ordre. À l'Institut Mont-Goma, situé en plein centre-ville, c'est depuis lundi que les activités scolaires sont paralysées, explique Moindo Kakule Donatien, directeur des études dans cet établissement. Voilà. D'abord, lundi, nous avons bien démarré les activités scolaires jusqu'à ce qu'autour de 10 heures, lorsque de fortes détonations d'armes lourdes commençaient à se faire entendre, nous avions alors demandé aux enfants de rentrer à la maison et de revenir mercredi. Malheureusement, ce mercredi, nous avons encore travaillé jusqu'à 10 heures. Nous avons décidé de suspendre les activités jusqu'à lundi. Pendant que nous observons l'évolution de la situation sécuritaire dans cette partie de la ville, regrette Moindo Kakule Donatien. L'intensification des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, soutenus par leurs alliés, a des conséquences humanitaires catastrophiques. Catastrophiques. Voilà. Les zones de Bweremana, Nord Kivu, Minova et Kalungu, Sud Kivu, sont particulièrement touchées, avec plus de 178 000 personnes nouvellement déplacées, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Voilà. Donc, telle est la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Je crois que vous avez des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit aux autorités congolaises et à la population congolaise. Prenons-nous en charge. Bien-aimés, c'est-à-dire que retirez-vous un peu de la distraction. Prenez même un temps de la réflexion par rapport à ce qui se passe. Arrêtez de divaguer vos pensées dans des distractions inutiles. Le Congo est notre héritage. Et si toi, tu ne te lèves pas, je le dis toujours et je le répète, si toi, tu ne te lèves pas, si toi, tu ne prends pas une décision ferme, afin de changer les choses ne changeront pas non plus. Et voilà. Soyez dans le camp de ceux-là qui vont marquer l'histoire de la libération de ces beaux pays. Et non dans les rangs ou dans les camps de ceux-là qui seront dans les oubliettes de l'histoire par rapport à leur traîtrise. Je crois que le message est passé. C'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous les amis de la MAT. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Vous étiez nombreux. Merci. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous dans la MAT officielle. Et à nous revoir prochainement au prochain numéro. À moi.